si la prostitution prospère, c'est bien parce qu'il y a la demande. Si aujourd'hui les hommes avaient autre chose, voilà, regardaient à autre chose qu'à leur seul corps, je pense que ces femmes nous proposeraient bien plus que leur simple morphologie. Je suis Eric Rodrigue Mentouga, écrivain camerounais, auteur aujourd'hui de 7 livres déjà publiés et disponibles à la vente. Vous avez écrit Triangle sacré, un roman de 131 pages réparti sur 19 chapitres. De quoi est-il question dans ce livre ? Triangle sacré, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, Sorel en l'occurrence, jeune étudiante en droit, qui rêve de parvenir au bonheur suprême, mais qui pour cela choisit des voies très peu catholiques pour elle. Pour arriver au bonheur suprême, elle choisit de multiplier ses conquêtes amoureuses, faisant ainsi de son entrejambe une monnaie d'échange. Voilà, elle va aller de main en main, allant même parfois jusqu'à consulter des féticheurs. Elle entrevoit même la zoophilie, tant que cela lui permet de parvenir à ses fins. Sur quel constat êtes-vous parti pour écrire ce livre ? Mon séjour au Cameroun m'a permis d'explorer divers univers, de passer par divers cadres de vie, voilà, des plus petits aux plus élevés. Parce qu'on pourrait aujourd'hui penser que le multipartenariat, qui pour moi est une sorte de prostitution à peine voilée, ne serait l'apanage que des personnes issues des quartiers difficiles. Mais croyez-moi, jusqu'au sommet de l'échelle aujourd'hui, malheureusement, partant déjà de l'éducation que nos jeunes sœurs reçoivent à la maison, on leur donne de croire aujourd'hui qu'elles gagneraient à se donner au plus offrant. Votre triangle rassemble 3 aspects. D'abord, Dieu. Vous insistez sur le mépris de l'homme à l'égard de Dieu et de ses lois. Expliquez. Aujourd'hui, du fait du progressisme, l'homme a tendance à se détacher naturellement du divin. La religion connaît un net recul aujourd'hui, même si dans notre contexte camerounais, vous me direz, avec la prolifération des églises de réveil, on a plutôt l'impression que des gens sont de plus en plus croyants. Mais je voudrais ici attirer l'attention de mes compatriotes pour leur dire que des fois, ce Dieu qu'ils pensent aller chercher dans des églises, dans des chapelles, ne s'y trouve pas. J'en viens souvent à leur dire, si vous arrivez quelque part où on vous parle tout le temps de Dieu, fuyez, Dieu n'y est pas. Aujourd'hui, il faudrait que les uns et les autres comprennent que Dieu et la religion font deux. Dieu, qui est Dieu en réalité? Qui appelons-nous Dieu? On n'a pas attendu que le colon vienne avec sa Bible pour nous présenter Dieu. Ce n'est pas le colon qui nous a appris à dire Zamba, ce n'est pas le colon qui nous a appris à dire combat. Ça veut donc dire que Dieu n'est pas seulement celui qu'on nous présente dans la Bible. Il n'est non plus celui-là qu'on nous présente peut-être même dans le Coran. Je ne m'attaque à aucune religion parce que je respecte les convictions religieuses de chacun, mais je voudrais que nous comprenions que Dieu en réalité est en tout un chacun de nous et nous sommes en lui. C'est un à tous, tous en un. J'en appelle donc à la reconnexion à cette source absolue-là, à cet esprit divin, faiseur des destinées, qui d'ailleurs pour moi est la solution à tous les maux que nous faisons face aujourd'hui dans notre société. Ensuite vient la femme. Vous dites que la femme ne désire qu'une seule chose à chacune de ses sorties, qu'elle soit appréciée et désirée par tous les hommes. Expliquez-nous ça. Je dis que toute femme désire à chacune de ses sorties qu'elle soit appréciée et désirée de tous les hommes. Peut-être là, j'ai péché en généralisant, je vous l'accorde, mais je le dis simplement parce que lorsqu'une femme choisit de se maquiller, naturellement, c'est pour attirer sur elle les regards masculins, dans l'espoir qu'elle soit encore toute hétérosexuelle avec la montée aujourd'hui fulgurante de l'homosexualité, bien qu'elle soit condamnée par notre code pénal. Aujourd'hui, la femme qui choisit quasiment de se dénuder, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous les observez dans la rue, elles en viennent à marcher toutes nues, voilà, avec des robes, avec des tenues ostentatoires qui découvrent non seulement leurs jambes, parfois leur poitrine. Voilà. L'idée ici, vous comprenez, c'est forcément de séduire celui qui pour elles serait demain leur nourricier. Vous dites aussi que les femmes préfèrent le mensonge à la vérité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis que la femme préfère le mensonge à la vérité, tout simplement parce que, vous voyez, si aujourd'hui je déplore cette vénalité féminine, c'est parce que lorsque vous vous présentez aujourd'hui à une femme, si vous le dites, la question première qu'elle a tendance à vous poser, c'est laquelle? Que faites-vous dans la vie? Et la réponse à cette question détermine la suite qu'elle donnera à votre relation. Ça veut dire, vous êtes un jeune étudiant, vous n'avez absolument rien, vous ne pouvez pas la prendre en charge. Donc,
elle ne donnera pas suite. Vous êtes un haut cadre, vous êtes exactement celle qu'elle recherche. Ce sont ces portefeuilles assez fournis qu'elle recherche. Donc vous voyez, aujourd'hui, la femme préférera aller avec ce prétendant qui se présentera peut-être sous une fausse casquette que sur celui-là qui se présentera dans sa véritable nature. Vous dites également que l'argent est aux femmes ce que le miel est aux abeilles. Une fois que je le dis, tout de suite on me jette la pierre, voilà un phallocrate, voilà un sexiste, voilà un misogyne. Mais pourtant la phrase, il faut la prendre à double sens. Naturellement, dire que l'argent est aux femmes, ce que l'argent est aux femmes, ce que le miel est aux abeilles, c'est naturellement ici dénoncer leur cupidité. Mais attention, mais qui produit ce miel ? Ce sont les abeilles. Donc dire que l'argent est aux femmes, ce que le miel est aux abeilles, c'est que cette femme aujourd'hui est aussi capable non seulement de produire, mais d'encourager l'homme à réussir. J'aime à le dire souvent d'ailleurs, je le dis dans le livre aussi, qui a raté son mariage, a raté sa vie. Et le prophète, le roi Salomon hier disait pour les chrétiens, qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce que c'est la femme qui fait et qui défait l'homme. Que cherchez-vous en accablant ainsi la gente féminine ? Dans ce livre, j'ai voulu dénoncer le multipartenariat sexuel devenu une norme aujourd'hui dans notre société avec cette gente féminine. Il ne s'agit pas ici de faire une focalisation sur elle uniquement, sinon on pourrait me traiter de misogyne, mais j'ai simplement voulu attirer leur attention pour les amener quelque peu à se libérer, de s'affranchir de cette dépendance vis-à-vis de la gente masculine. Le dernier côté de votre triangle, c'est le Cameroun. Pourquoi ce pays semble-t-il cristalliser autant la fureur de votre plume ? Je suis reconnaissant de ce que fait l'État aujourd'hui pour la jeunesse camerounaise, mais je regrette aussi qu'il ne lui offre pas beaucoup de possibilités. Vous voyez, aujourd'hui, je dénonce la vénalité, la prostitution de la jeune femme, mais c'est certainement parce qu'elle ne trouve pas autre chose à faire. Si cette jeune femme pouvait avoir des jobs étudiants, si cette jeune femme pouvait facilement se trouver un stage quelque part, elle s'en sortirait. Mais avec le népotisme ambiant, où aujourd'hui, pour ne serait-ce qu'avoir qu'un simple stage académique, parfois il faut connaître quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans une société où sans avoir un carnet d'adresses assez fourni, sans un véritable capital social, on ne s'en sort plus. En fait, la méritocratie a quasiment été sacrifiée sur l'autel du favoritisme. Et pour moi, l'État y est pour beaucoup. Parce que c'est à l'État aujourd'hui de créer des conditions viables pour qu'il y ait cette méritocratie, cette égalité de chances, où les jeunes puissent réussir de par leurs talents et compétences. Le 10 février dernier, le chef de l'État appelait les jeunes Camerounais à entreprendre. Mais entreprendre partant de quoi? On les envoie vers l'agriculture, mais même cette agriculture nécessite un certain financement. Vous n'allez pas faire un champ sur des hectares avec la machette. Vous avez besoin d'un accompagnement d'une manière ou d'une autre. Au lieu aujourd'hui que nos gouvernants soient focalisés sur le soutien à notre chef de l'État, moi je ne le condamne pas. Chacun son champion. Vous choisissez qu'il reste là. Nous, ça ne nous pose absolument aucun problème qu'il s'y éternise, mais qu'il crée des conditions viables pour la jeunesse. Et je vous assure, si les jeunes aujourd'hui étaient bien dans leur peau, ils ne lorgneraient même pas le fauteuil d'étudier. Vous relevez certaines failles lorsque vous parlez de la politique au Cameroun. Quelles sont-elles? Au Cameroun, déjà, il y a l'ethnocentrisme. Voilà, qu'on ne saurait dénier. Quand vous voyez même la configuration de nos partis politiques, ils sont généralement créés sur la base ethnique. On sait que tel parti, c'est pour les ressortissants de telle région. Et cet ethnocentrisme-là, aujourd'hui, se retrouve également dans les départements ministériels. Vous verrez souvent que pour peu qu'un tel est nommé dans tel département ministériel et qu'il soit issu de telle région, je vous assure, même celui qui nettoie le sol sera issu de sa région. Ce qui n'est tout à fait pas normal. Aujourd'hui, on ne nomme pas un ministre. D'ailleurs, vous le verrez souvent, une fois qu'un ministre est nommé, c'est la fête chez lui. Mais pourquoi est-ce que les gens de son village, des ressortissants de sa contrée, vont célébrer? Il est nommé pour le peuple camerounais. Il est nommé pour la nation en tout entière. Il n'est pas nommé en réalité pour sa région. Et vous voyez, cet équilibre régional aujourd'hui qui tue quelque part la méritocratie. Vous et moi savons que si les concours aujourd'hui devaient réellement s'appuyer sur les notes qu'ont les compétiteurs, je puis vous assurer, nos écoles supérieures seraient envahies par des ressortissants d'une certaine région qui aujourd'hui sont vus comme la gangrène de notre pays, mais qui pourtant sont un modèle à suivre de par leur essor économique. Si tous les Camerounais pouvaient prendre exemple sur eux, vous voyez, moi je ne suis pas de là, je parle de l'État, mais nos parents ils sont pour beaucoup aussi, parce que nous l'avons souvent vécu. Vous ramenez votre petite amie, la première question qui vous est posée, c'est elle vient d'où? Que des recrutements soient faits sur la base de l'origine ethnique, que des opportunités soient offertes aux jeunes sur la base de leur origine. Moi, je condamne cela aujourd'hui, que l'État
trouve le moyen, voilà, d'assurer une certaine égalité de chance à tous les jeunes Camerounais, nonobstant leurs origines. Quel regard portez-vous sur la démocratie en Afrique? La démocratie, pour moi, hein, quelqu'un l'a dit, hein, pour emprunter au défunt chef de l'État français, la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Je plus sois pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez aujourd'hui ce qui se vit dans notre pays. Vous savez, nous sommes nés dans des sociétés dynastiques africaines. Dans nos sociétés, c'est la dynastie qui a toujours prévalu. Vous voyez un peu dans nos chefferies traditionnelles, on a habituellement un chef qui à sa mort naturellement va laisser un successeur. Vous verrez aujourd'hui que c'est ce dauphinat constitutionnel qui est en train qui se perpétue même au sommet de nos États en dépit de la prétendue démocratie. Non seulement les chefs d'État s'éternisent au pouvoir, mais lorsqu'ils s'en vont, ils ont comme le sentiment qu'il a fait absolument laisser un dauphin. Donc l'alternance aujourd'hui, vous voyez qu'elle ne marche absolument pas chez nous. S'il fallait d'ailleurs qu'alternance y est, ben, il faudrait peut-être que nous pensions à une alternance ethnique, parce qu'un pays comme le nôtre, où il y a cette diversité ethnique-là, écoutez, si un ressortissant du Sud s'en va et qu'il laisse un ressortissant du Sud, vous pensez que les gens croiront à une certaine alternance? Ils penseront simplement que ce n'est qu'une pérennisation, voilà, du pouvoir d'un certain groupe. Donc aujourd'hui, la démocratie, oui, mais comme je le dis, à l'africaine, l'Afrique doit redevenir l'Afrique. Moi, j'étais au Maroc où on a une monarchie constitutionnelle. C'est une démocratie. Vous voyez l'Espagne, c'est également une monarchie constitutionnelle. Vous voyez le Royaume-Uni. Ce sont des monarchies, mais démocratiques. Donc en Afrique aussi, la démocratie ne se lie pas qu'à l'alternance. La démocratie peut se construire autrement. Qu'attendez-vous de l'élection présidentielle de 2025? En espérant qu'elle ait bien lieu en 2025, voilà, je ne serais pas surpris qu'il y ait une certaine anticipation. Je crois qu'aujourd'hui au Cameroun, tout est en train d'être mis en place et on l'a souvent observé. Je le dis hein, à mes risques et périls, c'est ma vie hein, que je mets en jeu, mais sincèrement, nous allons aujourd'hui aux élections, comme c'est le cas dans nombre de nations subsahariennes. Nous allons souvent aux élections sachant d'entrée des jeux de jeu, quels en seront les résultats. Il y aura élection certainement au Cameroun en 2025, nous le souhaitons, mais je pense que vous et moi, chacun son âme et conscience aujourd'hui, à voir ce qui se dessine, voilà ce qui est fait aujourd'hui dans les différentes cérémonies. Je crois qu'on est clairement déjà en train de nous afficher le prochain président de la République du Cameroun. On aurait pensé peut-être avoir une opposition assez sérieuse, mais nous avons des opposants aujourd'hui qui sont carrément absents, des opposants qui ne sont jamais là. Aujourd'hui, vous voyez, plutôt que de jouer leur rôle de conscientisation, nous avons des opposants qui ne sont jamais présents qu'au cas de telles échéances. En 2025, vous les reverrez et quand ils auront échoué comme d'habitude, ils disparaîtront à nouveau parce que c'est cela la réalité au Cameroun. Et on a une opposition qui aujourd'hui, plutôt que de proposer de véritables projets de société à leur électorat, sont dans un traditionnel Biya must go. Ce n'est pas un projet de société Biya must go. Qu'est-ce que vous nous proposez du point de vue économique, du point de vue social? C'est ce que nous attendons de ces politiques-là. Aujourd'hui, j'aime à le dire souvent, on pourra penser que les élections au Cameroun soient truquées. Je n'ai aucune preuve là-dessus, mais je reste persuadé que même en organisant des élections transparentes, ben écoutez, le candidat naturel du parti au pouvoir les emportera toujours parce qu'en face, il n'y a pas d'offre politique, malheureusement. Selon vous, comment les Camerounais peuvent-ils sortir de cette société où vous décrivez la politique comme favorable seulement à un entourage privilégié? Le peuple camerounais aujourd'hui manque de conscience politique et c'est ce qui permet à ces politiciens et même voilà, de s'éterniser aux affaires et même quelque part de les rouler dans la farine. Vous voyez aux élections, des fois, vous avez des candidats qui viennent vous promettre ce qui relève en réalité de leurs obligations. Mais quand vous nous promettez des routes, vous nous promettez des hôpitaux, vous nous promettez des écoles, mais que ferez-vous mis à part cela? Nous vous aliénons nos libertés pour que justement vous travaillez à l'amélioration de nos conditions de vie. D'où vient-il aujourd'hui quand on nous propose que les gens viennent nous proposer en fait, nous faire des promesses sur la base de leurs obligations? C'est parce que le peuple ne connaît pas, le peuple ne sait pas quelle est sa place. Je vous assure, il ne s'agit pas pour moi d'un appel à l'insurrection, mais si ce peuple voulait un changement aujourd'hui même, je vous assure
nous aurions un changement au Cameroun. Mais de quel changement s'agit-il? Parce qu'ils vous diront tous, nous voulons un changement. Le changement, c'est pas, comme je l'ai dit, le changement n'est pas que l'alternance. Si nous voulons un changement, commençons nous-mêmes, chacun par balayer devant sa propre cour. Vous n'allez pas me dire que vous voulez d'un changement quand vous achetez des cacahuètes là et vous balancez les pots dans la rue. Vous n'allez pas me dire que vous voulez d'un changement quand vous achetez votre sachet d'eau là et puis vous allez boucher voilà, les voies de canalisation. Vous voulez un véritable changement aujourd'hui, que chaque Camerounais commence par effectuer un travail sur lui-même, parce que l'État, c'est vous et moi. Quels sont les autres livres que vous avez publiés? Triangle sacré est le 7e. J'ai commencé par la traversée de l'Atlas qui revenait sur le parcours de Mehdi, un jeune étudiant camerounais qui va poursuivre ses études au Maroc et qui aura le bonheur de vivre une belle histoire avec une Marocaine. Il va d'ailleurs s'islamiser pour cette dernière, avoir le bonheur d'être père avant que finalement ses rêves n'échouent du fait de la pression familiale et du regard social. Suite à son divorce, il retourne au Cameroun et vient constater que malheureusement dans notre pays, souvent, ce retour au pays natal peut être considéré comme une déchéance sociale. Mon second roman, c'était Les Aventuriers du Sahara, l'Europe ou la mort, où je suis revenu sur les migrations irrégulières. J'ai présenté 4 jeunes Camerounais de 4 secteurs différents pour dire aujourd'hui que nombre de jeunes, du fait d'un certain mal-être social, sont obligés de prendre parfois le risque de traverser le désert pour se jeter ensuite dans la mer Méditerranée à la quête d'un monde meilleur. Parlez-nous de votre parcours académique et professionnel. Je pars du Cameroun titulaire d'un baccalauréat C que je décroche avec mention au lycée général Leclerc de Yaoundé pour rejoindre l'université Ibn Tofel de Kenitra au Maroc, où j'obtiens une licence en sciences mathématiques et informatiques. Et puis je vais suivre une formation post-licence, une formation professionnelle en management commercial et relations clients au sein du groupe français WebHelp. Groupe que je rejoins d'ailleurs pour le démarrage de ma carrière professionnelle. J'y exerce pendant 3 ans en tant que gestionnaire de la relation client. Puis je vais chez ADM Value avant de retourner au Cameroun. Je travaille donc comme cela pour ces 2 multinationales françaises délocalisées au Maroc pendant 5 ans. De retour au Cameroun aussi, je vais rejoindre quelques entreprises en tant que directeur marketing et commercial avant finalement de créer ma propre entreprise N2M Group depuis 2018. N2M aujourd'hui qui est un centre de relations clients et qui emploie aujourd'hui pas mal de jeunes Camerounais et qui accompagne les entreprises camerounaises. En réalité, j'ai voulu mettre mon expérience franco-marocaine au service de la compétitivité des entreprises camerounaises et pour moi aussi, pour prêcher par l'exemple, plutôt que de bavader à longueur de journée, j'ai bien voulu créer des conditions de travail viables pour mes jeunes compatriotes en mettant sur pied cette entreprise qui recrute quand même pas moins d'une quinzaine de personnels aujourd'hui.